Europe 1 Soir. 19h, 21h, Hélène Rouet. Chers auditeurs, il est 20h15. Je suis toujours avec mes chroniqueurs Sébastien Ligné, journaliste politique, et pour les 15 prochaines minutes, journaliste foot, bien sûr. Et Georges Fenech, ancien magistrat, journaliste foot aussi peut-être, Georges. Amateur. Et on accueille avec nous en studio Juan José Dorado, journaliste espagnol, correspondant à Paris. Bonsoir. Buenas tardes. Bon, une deuxième étoile pour l'Aurora. Comment vous vous sentez ? Vous êtes sur le toit du monde, Juan José. On est sur le toit du monde, mais aussi fatigués que le sont les joueurs, certainement. Parce qu'on n'a pas couru autant, mais on a beaucoup souffert tout au long de ce mondial. Mais aujourd'hui, effectivement, après ce sacré des 2010, on a attendu 16 ans pour avoir une nouvelle Coupe du Monde. Et donc, on est à la poursuite de la France, qui en a deux aussi. Donc voilà. C'est ça, on est au va même essayer niveau de se départager en 2030 en Espagne. Bon, jamais les premiers quand même, hein, mais la presse espagnole a estimé que le football est parfois juste. La victoire était amplement méritée. Je pense qu'elle était amplement méritée, pas parce que l'Espagne le dit, mais parce que tous les observateurs dans tous les pays reconnaissent que l'Espagne a mieux joué et surtout a mieux joué dans cette finale. Je regardais avant de venir, entre hier soir et ce matin, j'ai regardé des émissions à la radio et à la télé argentine et vous vous rendez compte aussi que tous les commentateurs argentins sont d'accord. L'Espagne a beaucoup mieux joué que ne l'a fait l'Argentine. Ça n'enlève pas le mérite aux joueurs argentins, mais dans ce mondial, l'Espagne est allée crescendo tout au long des 7 matchs qu'elle a disputés, et donc c'est une victoire méritée, et c'est une championne du monde qui est applaudie aujourd'hui par tous. Un mot sur l'Argentine. Alors, elle n'a tiré au but qu'à la 117e minute, et à la fin du match a été marquée par le joueur Leandro Paredes, qui a même déclenché une bagarre générale. Comment vous analysez cette gestion tactique, ces dérapages argentins ? On a un peu le sentiment qu'ils sont comportés comme les Paraguayens avec les Français, souvenez-vous. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on était inquiets du côté de l'Espagne. Et tous les observateurs étaient inquiets par rapport au possible arbitrage que nous allions avoir lors de cette finale. On n'a pas été déçus de ce côté-ci de la frontière, du côté de l'Espagne, parce que l'arbitrage a laissé à désirer. Vous l'avez signalé, il y a eu cette bagarre à la fin du match. D'ailleurs, la FIFA a annoncé cet après-midi qu'une investigation va être ouverte contre l'Argentine pour voir ce qui s'est passé justement après les matchs. D'ailleurs, Paredes a été expulsé, même si le match était fini, expulsé par l'arbitre. Donc, on ne comprend pas, parce que l'Argentine a la qualité pour pouvoir jouer au football. Ils l'ont essayé de le montrer les 10 dernières minutes. Il aurait fallu peut-être commencer avant. Après, on a vu une Argentine, comme on l'a vu tout au long de ce mondial, brusque, parfois violente. Et c'est vrai qu'on s'attendait, mais on a du mal à croire qu'ils ont gâché leur finale, parce que c'était aussi leur finale. Alors, je vais laisser l'expert foot, Sébastien Ligné, vous poser une question, prendre le relais. Oui, parce que en tant que Français, ce soir, on est un petit peu jaloux. Forcément, parce que l'Espagne devient assurément la meilleure nation footballistique du 21e siècle. 3 championnats d'Europe, 2 Coupes du Monde, une domination même sur le football européen, au niveau des clubs, avec le grand Barça, puis le grand Real, qui a dominé sur la scène européenne. Et puis on est aussi jaloux, parce qu'au-delà des titres, il y a une identité dans cette équipe, dans ce pays. Dans ce pays de foot, il y a une identité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, c'est ma question, c'est que dès l'âge de 3-4 ans, quand les Espagnols commencent à toucher le ballon, il y a déjà une philosophie de jeu qui est imprimée. C'est peut-être ça qui nous manque en France. Comment vous l'expliquez ça ? Comment vous expliquez que, malgré les générations, en fait, finalement, l'équipe de 2010 et l'équipe de 2026, in fine, elles jouent un petit peu pareil. C'est la même philosophie. Effectivement, c'est la même philosophie. Alors, première chose, c'est pas 3 titres d'Europe, 4. Puisqu'on a gagné en 64. Non, mais je dis au XXIe siècle. Mais même nous, on l'oublie, hein, qu'on a gagné la Coupe d'Europe, l'Euro en 64. 3, rien que sur le siècle. Rien, effectivement, puisque c'était 2008, 2012 et 2024. Alors, comment l'expliquer ? Mais ça, c'est grâce aux Français. Permettez-moi, c'est grâce à vous. C'est grâce à Zinedine Zidane. C'est grâce à la France de 2006. Rappelez-vous le Mondial 2006, où l'Espagne va envoyer à la retraite à la France et l'équipe de Zinedine Zidane, et on est battu sèchement 3-1 par la France.
la France arrivera par la suite en finale. Et c'est à partir de là que l'Espagne se rend compte qu'il faut une identité de jeu. Et c'est à ce moment-là que l'Espagne commence effectivement à se chercher, avec notamment Luis Aragonés, qui va écarter l'un des joueurs mythiques de l'époque, qui était Raúl, qui était écarté de la sélection espagnole. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va aller chercher des joueurs comme Guardiola, par exemple. Et puis, effectivement, il y a le grand Barça des Guardiola qui a définitivement assis une façon de jouer, une façon de faire. Aujourd'hui, depuis 2006, toutes les sélections espagnoles des jeunes et la sélection A jouent de la même façon. Et il n'y a pas que la sélection qui joue comme ça. Les clubs formateurs, que ce soit à Madrid, à Barcelone, à l'Atlético Madrid, etc., font jouer ces joueurs de la même façon. C'est-à-dire, nous n'avons pas la force physique parce qu'on n'a pas des grands gaillards comme la France en 98. Et donc, on a de petits joueurs comme Xavi, Iniesta en 2008-2010. Donc, tactique, technique. Et ça a été effectivement grâce à la France que depuis 2006, l'Espagne a misé sur la tactique et la technique. Oui. Alors revenons sur le match. Emiliano Martinez, le gardien argentin, a été l'auteur de 11 arrêts, ça n'est pas rien. Alors vous allez croire que je suis obsédée, mais Ferran Torres a finalement fait la différence à la 106e minute. Est-ce que c'était un ouf de soulagement avant des tirs au but qui en plus auraient pu être extrêmement incertains? Qui est ce joueur? D'où vient-il? Est-ce que c'est le nouveau chouchou espagnol depuis 24 heures? D'où vient-il? Là, c'est un joueur qui était à Valence, qui a été vendu, qui aujourd'hui joue du côté du Barça. Ce n'est pas vraiment le chouchou des supporters espagnols. D'ailleurs, il était remplaçant. Il est souvent remplaçant aussi du côté du Barça. Mais c'est un joueur qui fait un énorme travail. C'est un attaquant qui a appris à jouer comme défenseur, entre guillemets. C'est le premier défenseur du Barça et c'est le premier défenseur de la sélection espagnole. Alors, Ferran Torres, encore une fois, c'est quelqu'un qui, je crois qu'il a autour d'une 70 sélections à peu près en équipe d'Espagne. Il n'a jamais eu un poste de titulaire. Il était avec Luis Enrique en 2022 au mondial du Qatar, mais ça n'a pas très bien marché. Mais Luis de la Fuente, qui le connaît depuis très longtemps, puisque Luis de la Fuente, qui est l'entraîneur espagnol. Il a fait une dépression même, non? Parce qu'il s'est fait lâcher justement aux alentours de ce moment-là. Effectivement, d'ailleurs, il y a une petite histoire autour de ça, c'est que notre ami Ferran Torres, qui est le grand buteur hier soir, était le petit ami de la fille de Luis Enrique. Et donc, lors du mondial, donc pour vous dire, effectivement, ils sont plus ensemble. Mais effectivement, ils étaient ensemble lors du mondial. C'est ça, l'Espagne. Donc, pour vous dire, non, mais pour vous dire que c'est un joueur qu'on connaît depuis de nombreuses années, mais qui effectivement n'a jamais réussi à être un titulaire indiscutable. Hier soir, il a réussi à se faire aimer de tout un pays. Et vous l'avez dit, il y a eu 12 tirs des Espagnols, 11 qui ont été arrêtés, tirs cadrés, dont le dernier qui ne l'a pas été, heureusement. Mais c'est vrai que les Espagnols ont beaucoup souffert. Mais nous avons quelque chose de très particulier par rapport aux Argentins, notamment, c'est qu'on a de la patience. On a battu pratiquement à la dernière minute les Portugais, pratiquement à la dernière minute aussi les Belges. Donc on savait que jusqu'à la dernière minute, on pouvait battre aussi les Argentins. Georges Fenech. Moi, je vais reprendre le ballon au bon de ce que vous avez dit. Vous avez reconnu avec beaucoup d'honnêteté que l'Espagne doit beaucoup à Zidane. Vous n'avez pas échappé que Zidane, c'est notre prochain sélectionneur. Donc en 2030, on va arriver chez vous avec Zidane. Ce qui n'enlève rien à Didier Deschamps, qui a été le plus grand des plus grands. Mais peut-être que là, maintenant, en Espagne en 2030, avec Zidane comme sélectionneur, ça va être une autre affaire, non? Ça sera une autre affaire, certainement, parce qu'il va changer des choses au niveau de la sélection nationale, mais il ne vous est pas échappé non plus que les 3 dernières sélectionneurs de l'équipe de France, que ce soit Laurent Blanc, que ce soit Didier Deschamps, que ce soit Zinedine Zidane, ils sont tous passés par le football espagnol. C'est vrai. D'ailleurs, Didier Deschamps a quitté son dernier club en tant que joueur, c'était Valence. Il a été libéré de sa dernière année pour pouvoir aller justement entraîner du côté de l'Italie. Donc, c'est un challenge pour Zinedine Zidane. C'est un challenge pour l'équipe de France. Nous avons tous maintenant 4 ans pour préparer ce mondial en Espagne, Portugal et Maroc, puisque ça va se jouer sur ces 3 pays. Mais n'oublions pas non plus que l'Espagne, aujourd'hui, elle est championne du monde, elle est championne d'Europe, elle est championne du monde féminin, elle est championne olympique. Et les 5 derniers ballons, par exemple, ballon d'or féminin, ce sont des joueuses espagnoles. Ces 5 dernières années, et ces dernières années, sauf la dernière année, c'était Désirée Doué, les meilleurs jeunes
sont toujours des Espagnols, ces 3 dernières années. Donc l'Espagne a... Il fait bon être espagnol. Les Espagnols n'apparaissent pas dans le monde du football comme ça, par enchantement. Non, il y a une vraie tradition, il y a des titres derrière. On en parlait il y a quelques jours, lors du match avec la France. Il faut savoir que quand Luis de la Fuente est arrivé à prendre la sélection, c'était en janvier 2023, juste après le mondial, il a réussi en 4 ans à jouer la finale de la Nations League en 23 et on l'a gagné. La finale de l'Euro en 2024, il l'a gagné. La finale de la Nations League en 2025, et on a perdu au tir au but. Et la finale, donc, des 2026 de la Coupe du Monde. Donc, 4 ans, 4 finales, 3 gagnés. Georges Fenech. Un petit mot quand même. Est-ce que vous allez mieux accueillir maintenant Mbappé avec son exploit? Il est quand même soulier d'or, n'est-ce pas, à cette Coupe du Monde. Et j'avais cru comprendre que Real de Madrid, il était un petit peu chahuté. Est-ce que vous allez le faire revenir en Par les grâce? supporters notamment. Il est revenu, il n'a jamais été en disgrâce du côté du Real Madrid. Il faut tout simplement que c'est vrai, ça a été une année très compliquée pour le Real Madrid parce que Mbappé a terminé quand même meilleur buteur du championnat espagnol. Il l'a été lors de la première saison, il a encore été lors de la deuxième saison. Donc devant des grands buteurs comme Lewandowski qu'il avait été avec le Barça. Donc tout simplement, ça a été très compliqué pour le Real Madrid. Espérons que pour la saison prochaine, on va retrouver le même Mbappé, c'est-à-dire très efficace devant le but. Maintenant, il va falloir qu'on arrive à trouver un Real Madrid efficace puisque l'efficacité cette année a été quand même perdue. Sébastien Ligné. Oui, mais qu'est-ce que je vous dis? On est tous admiratifs, en fait. Mais c'est pour ça que je disais, pour rigoler, qu'on était tous un petit peu jaloux, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a la meilleure sélection, il y a un style de jeu que tous les fans de foot adorent. Honnêtement, les fans de foot, hier soir, ils avaient quand même, ceux qui étaient neutres, ils avaient plus envie de voir l'Espagne gagner que l'Argentine par rapport au niveau de jeu proposé. Vous avez les meilleurs entraîneurs partout dans le monde. On a beaucoup parlé évidemment de Pep Guardiola, mais rappelons quand même que l'entraîneur qui a conduit le Paris Saint-Germain a un doublé en Ligue des Champions, qui a révolutionné le Paris Saint-Germain, c'est un Espagnol, c'est Luis Enrique. Tout marche pour l'Espagne. On pourrait même parler d'autres sports, c'est-à-dire que même en basket, les Espagnols sont bons. Enfin, les Espagnols sont bons partout. Au tennis, j'en parle même pas, avec Carlos Alcaraz. On a envie de savoir la recette secrète, quoi. Pourquoi les Espagnols sont aussi bons partout? Pourquoi ils sont bons dans tous les sports? Donnez-nous quelque chose, qu'on puisse un peu vous copier. C'est une histoire, rapidement, c'est une histoire qui a commencé il y a très 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 longtemps, c'est-à-dire c'est commencé à fin des années 80. Vous savez, l'Espagne a organisé en 1992 les Jeux Olympiques de Barcelone. Et à ce moment-là, à la fin des années 80, l'Espagne a décidé de créer un programme avec des investissements multimillionnaire. Et on a investi des centaines et des centaines de millions d'euros dans des centres de haut rendement pour les sportifs. On a payé les sportifs pour qu'ils puissent s'entraîner et pas obligés d'aller travailler et puis aller s'entraîner les soirs. Et ça a donné, et donc, à partir de là, des médaillés espagnols en 92. Et puis, on a continué avec ce programme. Aujourd'hui, l'Espagne a investi énormément toujours dans les sports, mais nous, on a commencé à le faire à la fin des années 80. Et vous avez bien eu raison. 35 ans après, ça commence à payer. Merci beaucoup, Juan José Dorado, journaliste espagnol, correspondant à Paris. Merci Sébastien Ligné, merci Georges Fenech de m'avoir accompagné ce soir. Dans un instant, chers auditeurs, ne bougez pas, le journal permanent de Maël Hassani. À tout de suite.